Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence qui prend une saveur particulière en 2022 puisque nous célébrons le bicentenaire du déchiffrage des hiéroglyphes par Champollion. Cette conférence débat va nous permettre de retourner sur les traces de l'égyptologie en France et en Europe et de regarder quelles ont été justement ces différentes influences croisées, ces différents acteurs, ces protagonistes et les jeux d'acteurs qui ont aussi existé avec un certain nombre de personnages méconnus. Alors, bon anniversaire Champollion, comme je vous l'indiquais, effectivement, année 2022 est une année de bicentenaire puisque sa connaissance des écritures et des langues anciennes, une passion transmise à l'adolescence, notamment par son frère, on va y revenir, et puis une forme de persévérance hors du commun, une opiniâtreté, une détermination qui vont lui permettre, en septembre 1822, de parvenir au but de sa vie, déchiffrer le mystère des hiéroglyphes. On va revenir sur la démarche intellectuelle de se passionner de langue antique. C'était aussi un très grand matheux et on va revenir un peu sur finalement ce processus de créativité qui l'a amené à s'intéresser à l'Égypte. Il y a un certain nombre de diplomates, d'hommes politiques qui vont souligner avec brio et lui adresser un certain nombre d'éloges, souligner à la fois la très grande richesse de ses découvertes. Et je voudrais citer dans les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand cet extrait: « Les langues sacrées ont laissé lire leur vocabulaire perdu jusque sur les granits de Mesraïm. Champollion a déchiffré ces hiéroglyphes qui semblaient être un sceau mis sur les lèvres du désert et qui répondaient de leur éternelle indiscrétion. » Alors, comment aujourd'hui approcher justement cette égyptomania, cette égyptologie qui est en réalité étroitement corrélée avec des grands monuments de l'histoire de France. Et vous avez ici en photo un lieu tout à fait atypique qui est la baie du Mont-Saint-Michel. Et cette abbaye qui a accueilli tant de pèlerins, d'écrivains, d'intellectuels d'Orient et d'Occident, et bien finalement, Victor Hugo en fait la synthèse et utilise cette formule qui est assez exceptionnelle: le Mont-Saint-Michel est pour la France ce que la Grande Pyramide est pour l'Égypte. Et il ajoute, alors on peut effectivement sur la photo bien le deviner à travers la forme qui apparaît, il ajoute une pyramide merveilleuse dont chaque assise est un rocher énorme façonné par l'océan. Donc là, effectivement, ce sont les jeux des marées, le rapport aussi, les marées d'équinoxe, le rapport à la Lune. Vous savez que les Égyptiens étaient aussi de grands astronomes. Et il précise ce rocher énorme façonné par l'océan ou par un haut habitacle sculpté par le Moyen-Âge. Vous savez que le Mont-Saint-Michel, autour de l'abbaye, c'est un village insulaire, mais qui amène aussi à ressentir la dimension d'une montagne. Et c'est un peu ce que veut décrire finalement Victor Hugo pour les pèlerins, pour les marcheurs, pour le village du Mont-Saint-Michel et ses habitants. Et ce bloc monstrueux, décrit-il, a tantôt pour base un désert de sable comme Khéops. C'est une référence aux marais qui entourent le Mont-Saint-Michel, et le rétablissement du caractère maritime à travers les différents aménagements qui ont été engagés ces dernières années le confirme. Et Victor Hugo ajoute bloc monstrueux, tantôt un désert de sable comme Khéops, tantôt la mer comme le Ténérife. Là encore une fois, la puissance des éléments mis en valeur. Alors revenons autour de ce parallélisme qui nous amène à parler d'Égypte. Et faire un petit détour par le Mont-Saint-Michel est important à travers notamment le pupitre des lettres que beaucoup d'entre vous peuvent
découvrir ou redécouvrir sur un lieu très particulier qui s'appelle le balcon maritime. Ce pupitre des lettres est en fait une partie intégrante du barrage, le barrage qui a été construit dans le cadre des travaux liés au rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, et gravé dans un belvédère accessible à tous, que chacun peut découvrir ou redécouvrir, eh bien 4 alphabets, hébreu, grec, arabe et latin, se retrouvent sur ce belvédère. Il constitue, comme je vous l'indiquais, la base d'un barrage qui relie les 2 rives du Couesnon, Bretagne et Normandie, et finalement est une formidable référence à la vitalité intellectuelle du Mont. Vous savez que les manuscrits du Mont-Saint-Michel, à travers le scriptorial qui est aujourd'hui à Avranches, témoignent d'un très grand attachement aux valeurs civilisationnelles de l'écrit, de ce dialogue également entre les civilisations, puisque finalement l'écriture a aussi beaucoup voyagé, emprunté des grandes traditions d'Orient et d'Occident. Eh bien, ce pupitre des lettres a un rôle tout à fait atypique parce que finalement, de gauche à droite, les alphabets grecs et latins se rencontrent, et de droite à gauche, ce sont des caractères arabes et hébreux. Et ces 4 alphabets constituent un mélange tout à fait exceptionnel, qui nous permet effectivement peut-être de nourrir une source d'inspiration pour ce débat d'idées que nous allons avoir aujourd'hui concernant l'orientalisme. Pourquoi des intellectuels français s'intéressent effectivement à l'Orient? Qu'est-ce qui les amène à marcher sur les pas de ces grandes civilisations, en particulier l'Égypte, qui s'est aussi beaucoup nourrie de la Grèce, de la civilisation hellénistique? Alors, il convient de regarder finalement quelles sont les traces et les influences territoriales que nous avons ici sur le sol français, dans notre territoire, à l'instar de 2 ancrages très forts. Je vais y revenir. D'abord, un ancrage rhône-alpin à travers un voyage que nous allons réaliser en Isère, et un ancrage occitan à travers le département du Lot. Alors, marchons sur ces 2 territoires et revenons effectivement un tout petit peu en arrière pour bien comprendre que le travail des frères Champollion, qui étaient tous 2 égyptologues, est aujourd'hui très largement documenté grâce aux archives départementales de l'Isère ainsi qu'à la bibliothèque municipale de Grenoble. Vous avez ici en photo effectivement le site qui appartient au conseil départemental de l'Isère, qui a également dans ses politiques publiques une mission très forte liée à la culture et au patrimoine, et qui a entrepris un certain nombre de chantiers de valorisation. Nous allons y revenir ensemble, et en particulier, je voudrais vous citer l'inauguration très récente en 2021 sur la commune de Vif en Isère du musée Champollion, qui présente la vie et l'œuvre de Jean-François, célèbre déchiffreur des hiéroglyphes, et de son frère aîné, Jacques-Joseph, qui était également un intellectuel de renom, puisque finalement les 2 frères ont travaillé ensemble. Le frère aîné de Jean-François a énormément stimulé intellectuellement les études de son frère, l'a amené effectivement à orchestrer les bonnes rencontres et à construire un cheminement et des armes pour devenir un grand égyptologue. Dans la famille, il faut également citer, il y a plusieurs personnalités, mais puisque nous parlons de cette commune de Vif, eh bien, un grand historien, bibliothécaire et chartriste, Aimé-Louis Champollion, a été le maire de cette commune. Les frères Champollion ont dû naviguer dans l'instabilité politique qui a marqué leur époque, période de restauration, les places si prégnantes de l'Empire et de l'expédition d'Égypte. Il y a eu les Trois Glorieuses qui ont modifié en profondeur le règne de Charles X. Et donc, les frères Champollion, à travers leur conquête vers Grenoble et Paris, auront besoin d'un refuge, et cette
demeure familiale à Vif leur sera de grands renforts. En précisant que cette famille sera aussi investie en politique. Aimé Louis Champollion sera directeur du service d'archives départementales de France, puis conseiller municipal à Grenoble et conseiller aussi général, aujourd'hui fonction de conseiller départemental de l'Isère. Alors, marchons aussi un peu en Occitanie. Vous le voyez ici à travers le toit des maisons dans le département du Lot, à travers une commune qui nous éloigne un peu de Grenoble et de l'Isère, puisque nous nous retrouvons finalement dans un autre musée, le musée Champollion, les Écritures du Monde, et c'est un musée tout à fait atypique qui est hébergé dans la maison natale de Jean-François Champollion, qui a été une façon pour la commune de Figeac de rendre hommage à l'enfant du pays et de valoriser. Alors, vous voyez ici en photo, sur la photo principale, effectivement, la reconstitution de la pierre de Rosette qu'il est possible de retrouver dans ce musée assez exceptionnel. Donc, vous avez la façade ici et qui repose véritablement dans la maison natale de Jean-François Champollion. Et un certain nombre d'artistes du territoire, des graphistes, y ont dessiné des hiéroglyphes et autres signes d'écriture du monde entier sur de grandes feuilles de cuivre ajourées. Et ces collections, les collections du musée racontent la fabuleuse histoire des écritures. Apparues en différents endroits du monde, il y a 5300 ans pour les plus anciennes, du Mexique à la Chine, en passant par la Mésopotamie, avec des objets inscrits au pinceau, au calame ou à la plume, qui racontent finalement comment l'homme a inventé, adapté et fait voyager son écriture. Alors, on a envie d'en savoir davantage finalement sur de cette maison natale, de ce repère familial à Vif en Isère, comment finalement les frères Champollion ont atteint leurs objectifs de connaissances et comment ce sont aussi finalement cette fratrie a su s'allier avec d'autres disciplines scientifiques et jouer pendant cette période si subtile d'instabilité politique qui a marqué leur époque, ont su aussi s'appuyer sur un certain nombre d'influences institutionnelles et marquer à jamais leur temps. Vous savez que l'égyptologie va être profondément marquée en 1830 lorsque Mehemet Ali, vice-roi d'Égypte, en signe de bonne entente, offre à Charles X et à la France 2 obélisques qui étaient érigés devant le temple de Luxor en Égypte. Et finalement, c'est l'obélisque de droite qui sera abattu et transporté vers la France. Jean-François Champollion, qui considère comme le plus occidental, le décrit comme un corps entier, intact, dans ses écrits et d'une admirable conservation. Alors, on retrouve ici le transport si délicat de ces obélisques sur la place de la Concorde. Ce transport a été une véritable aventure et en l'échange de ce cadeau si prestigieux, eh bien Louis-Philippe offrira en 1845 une horloge de cuivre qui orne aujourd'hui la citadelle du Caire que vous avez en photo, l'horloge de la citadelle. Il y aura, pour transporter l'obélisque, en fait, une formidable odyssée à travers un navire spécialement construit qui s'appellera le Luxor et qui quittera Toulon en avril 1831 et remontera le Nil avec une barge à fond plat, à usage unique et d'une construction inhabituelle puisque les dimensions avaient été en particulier étudiées en fonction des ponts de la Seine. Alors, de grands honneurs, comme je vous l'indiquais, Champollion sera véritablement honoré de son abnégation, son opiniâtreté, sa détermination dans ses travaux. Et en particulier, il existait en 1823 une grande société asiatique et le duc d'Orléans, Louis-Philippe, président de cette société, assisté de ses 2 vice-présidents, dont on compte
le vicomte de Chateaubriand va mettre en avant, devant une assemblée d'érudits, le travail exceptionnel de Jean-François Champollion. Je cite, la brillante découverte de l'alphabet hiéroglyphique est honorable non seulement pour le savant qui l'a faite, mais pour la nation. Elle doit s'enorgueillir qu'un Français ait pénétré ces mystères et que les anciens ne dévoilaient qu'à quelques adeptes bien éprouvés et déchiffré ces emblèmes dont les peuples modernes désespéraient de découvrir la signification. Alors, comment et quelles ont été finalement les meilleures armes pour permettre à Jean-François Champollion d'entreprendre une carrière d'orientaliste? On va y revenir un peu plus tard, mais d'abord, c'est un duo, c'est une formidable fratrie, un frère aîné qui l'aide énormément dans ce processus, et une curiosité exceptionnelle de Jean-François qui va s'attarder à suivre des cours de langue orientale au Collège de France, plus particulièrement des cours d'arabe, des cours de persan, des cours d'hébreu. Il va assister aussi à l'école, à des cours à l'école des langues orientales. Aujourd'hui, Paris est aussi, grâce à l'INALCO, finalement un héritier de cette école créée sous Colbert. Et il fréquentera aussi assidûment des bibliothèques, et en particulier la bibliothèque impériale. Les meilleures armes pour entreprendre finalement cette carrière d'orientaliste, c'est un profond attachement à l'histoire également des Étrusques, puisqu'il écrit en effet dans ses écrits les Étrusques m'occupent en ce moment langue, médaille, pierre gravée, monument, sarcophage, tout se grave dans ma tête. Et pourquoi? Parce que les Étrusques viennent d'Égypte. Et finalement, Champollion va très vite comprendre le dialogue entre toutes ces civilisations, les complémentarités, les conjugaisons, et c'est ce qui va énormément l'aider dans sa démarche, où il le dit lui-même, un peu de deal coule dans mes veines. Et il a une démarche scientifique qui est tout à fait atypique, parce qu'il a finalement l'envie de revenir dans l'oubli et dans la remise en question finalement d'un certain nombre de connaissances qu'on avait plus ou moins délaissées. Et Champollion va vouloir véritablement tracer un sillon, être un précurseur, un détonateur, un ouvreur de voie. Et c'est ce qui l'amènera au déchiffrement des hiéroglyphes, à partir de 1821, il déchiffre les premiers cartouches royaux, celui de Ptolémée V sur la fameuse pierre de Rosette, qui est aujourd'hui au British Museum de Londres, puis celui de Cléopâtre sur la base d'un obélisque et d'un papyrus bilingue. Il a reçu un certain nombre de reproductions, de détails, notamment des temples d'Abou Sindel qui l'aideront énormément. Et il le dit lui-même, c'est un système complexe, une architecture tout à la fois figurative, symbolique et phonétique dans un même texte, une même phrase, et je dirais même dans un même mot. Alors, je vais vous parler du duo de deux frères, il y a aussi un tandem intéressant, territorial, puisque Grenoble est aussi très largement ouvert sur une autre capitale intellectuelle qui est Turin, en Italie. Et finalement, Champollion va aussi beaucoup profiter de la proximité avec Turin et regarder un certain nombre de collections qui sont conservées là-bas, en particulier celles qui viennent d'un certain Drovetti, qui a été consul de France à Alexandrie et qui va effectivement disposer des collections qui vont aider à faire avancer beaucoup Champollion. Vous savez qu'un certain nombre d'expéditions en Égypte étaient aussi des expéditions franco-italiennes. On va beaucoup parler de l'expédition franco-toscane. Eh bien, c'est ce qui permettra, en tous les cas, à Champollion de préparer des voyages, et en particulier un qui l'attendait tant. De 1828 à 1829, il réalise enfin son rêve et part pour une mission scientifique
en Égypte, où il pourra justement étudier le fameux obélisque de Luxor. Et il recommandera justement à cet obélisque d'être mis en valeur sur le sol français. De retour en France en décembre 1829, il devra subir une quarantaine. Vous savez que les bateaux sur la Méditerranée transportaient aussi un certain nombre de maladies, d'épidémies, et qu'on le craignait énormément. Et il sera élu à l'Académie des inscriptions et des belles-lettres après la chute de Charles X et obtiendra la chaire d'antiquité égyptienne au Collège de France. Malheureusement, ces quelques années sont la fin de sa vie, puisqu'il meurt à Paris le 4 mars 1832 à l'âge de 41 ans. La cause de sa mort n'est pas exacte, mais probablement du choléra qui s'abat sur Paris en mars. Alors on retrouve ici, vous voyez l'obélisque de la Concorde et qui va, dans le cadre des commémorations du bicentenaire de 2022, être mis en valeur de façon tout à fait remarquable. Mais ce qui est intéressant de comprendre dans la démarche, et ce qui a aussi beaucoup aidé Jean-François Champollion et son frère, c'est qu'au-delà d'explorer l'Égypte, il fallait finalement, dans ces démarches, explorer l'Afrique. Et l'Afrique a été très largement mis en lumière à travers la contribution de généralogistes. Et je voudrais vous parler d'un d'entre eux, qui est Frédéric Caillot, qui copia une foule d'inscriptions, qui rapporta des monuments de toutes sortes, entre autres une momie couverte d'inscriptions hiéroglyphiques avec traduction grecque, et qui va beaucoup servir aux études de Champollion. Et finalement, c'est peut-être ce qu'il faut bien comprendre dans les avancées et les travaux de Champollion, c'est une forte influence minérale, et ce sont des minéralogistes qui vont aussi le mener sans doute sur la voie. Parlons un peu de Frédéric Caillot, alias Mourad Effendi, qui a été un pionnier aussi méconnu de l'égyptologie. Il est né à Nantes, issu d'une famille d'un père maître serrurier, qui a été aussi un influent conseiller municipal de Nantes. Et à 22 ans, très jeune, il part sur Paris pour exercer le métier de bijoutier. Il suivra les cours de minéralogie du Muséum et il va séjourner un peu plus tard, fin 1815, chez le fameux chevalier Drovetti, dont je vous parlais, d'origine piémontaise, qui était chargé du consulat de France à Alexandrie et qui avait amassé un certain nombre de collections pour son profit, et repérant finalement les compétences de Frédéric Caillot pour les minéraux, le travail des pierres, se l'attache. Il va pouvoir, cette relation va permettre à Frédéric Caillot de remonter le Nil en 1816 et de saisir l'importance non seulement des richesses minérales, mais aussi des richesses archéologiques. Et déjà, il s'attache à réaliser des descriptions extrêmement détaillées, précises, et de dessiner remarquablement des copies de ces inscriptions sur des monuments de façon finalement assez exacte. Mohamed Ali, alors en turc, Mehmet Ali Pacha le nomme minéralogiste officiel et l'envoie dans une mission intéressante pour lui, car il s'agit d'aller rechercher les mines d'émeraude de Zahra, oublié depuis 20 siècles, près de la mer Rouge. Et cet officier ottoman, qui est d'origine albanaise, qui est le vice-roi d'Égypte, lui offre l'opportunité de sillonner le désert entre Nil et mer Rouge et de retrouver des restes de bâtiments à proximité justement d'un filon de schiste qui l'intéresse beaucoup et qui lui permet de s'enfoncer seul dans des souterrains abandonnés et de découvrir sa première émeraude. Et 2 livres d'émeraude seront d'ailleurs extraites de ces mines abandonnées faute d'eau. Alors on retrouve un peu ces
carte qui nous amène à voyager de l'Égypte à la Nubie. Vous voyez, en longeant finalement le Nil, avec cette mer Rouge à droite qui est extrêmement visible. Et vous savez que les sources du Nil ont fasciné un certain nombre d'explorateurs britanniques, des hommes politiques. Vous savez que Winston Churchill rêvait à la fin de sa carrière de réaliser le voyage de sa vie, se rendre en particulier en Ouganda pour identifier et y retrouver notamment les fameuses sources du Nil. Ce qui finalement a été aussi une partie du rêve et des découvertes de Frédéric Caillot, qui assistera sur ces différents voyages au passage de caravanes, en particulier en provenance du Darfour, qui ramenaient de l'ivoire, des plumes d'autruche, des peaux de panthère et de l'or. Le commerce de l'ivoire, vous savez, passait aussi jusqu'en Tanzanie en relation avec des échanges maritimes très anciens avec Zanzibar. Ce commerce de l'ivoire intéressera aussi beaucoup les Européens parce que l'ivoire est une formidable richesse, une ressource qui permet à la fois de produire des boules de billard, des pièces de piano, des claviers, des peignes. Et là, les Européens redécouvrent finalement la grande richesse des civilisations et en particulier de l'Égypte qui exploitait cette grande richesse. Alors, Frédéric Caillot, en fait, intéresse et bénéficie de la protection d'un grand égyptologue, Jomard, qui a été membre de l'expédition d'Égypte en 1798. Et Jomard va lui adjoindre un spécialiste des relevés astronomiques, un aspirant de marine, Pierre Constant Le Torzec, qui est né à Rochefort et qui sera par la suite un Nantais d'adoption. Et Frédéric Caillot et Pierre Constant Le Torzec seront désignés pour animer et accompagner une grande mission dirigée par Ismaël Pacha, fils de Mehemed Ali, avec un nouvel objectif qui est de découvrir de nouvelles richesses minières. Il arrivera à travers cette fameuse mission à pénétrer la Haute-Nubie, qui est aujourd'hui l'Éthiopie, et il découvrira ce que vous avez en photo le 25 avril 1821, ce sont les ruines de Méroé. Et puis près de Méroé, il découvrira l'explorateur lorientais Linan de Belfond, qui lui, à cette époque-là, est en mission pour l'Angleterre. Alors, qui était ce personnage, alias Linan Pacha, qui a été le fils d'un négociant lorientais et qui va très vite s'intéresser pour les mathématiques, le dessin, la peinture, tracer les côtes de Terre-Neuve en 1814, très jeune, de façon précoce à l'âge de 15 ans, et qui va rejoindre l'expédition du consul et explorateur Drovetti dans le désert libyen où l'oracle de Zeus Amon fut consulté par Alexandre le Grand. Et très vite, cet explorateur va finalement rouler pour l'Angleterre, qui s'intéresse aussi et qui s'attache à recruter de grands explorateurs qui peuvent l'amener à mieux comprendre les richesses et le grand passé de l'Égypte. Il aura un rôle très important dans une entreprise franco-britannique qui est la construction du canal de Suez. Et il sera un des ingénieurs qui jouera un rôle non négligeable aux côtés de Ferdinand de Lesseps. Alors, explorer l'Afrique, comme je vous l'indiquais, amène à explorer en profondeur l'Afrique. Et Frédéric Caillot a la conviction que les Égyptiens, dont les dieux sont influencés fortement par les animaux, ont finalement un lien extrêmement fort et tangible avec la Nubie et en particulier l'Éthiopie qui possède une faune et une faune extrêmement riches. Et s'inscrivant dans la continuité de l'expédition d'Égypte, les travaux de Frédéric Caillot vont être beaucoup utilisés par Champollion et vont lui permettre de contribuer à la naissance d'une science nouvelle à l'époque qui est l'égyptologie. C'est notamment la reproduction d'un certain nombre de bas-reliefs portant les noms des rois d'Égypte inscrits dans les cartouches
et qui permettra, à travers ses relevés à Jean-François Champollion, d'établir la généalogie des pharaons de la 18e dynastie. Alors voyageons aujourd'hui et regardons comment finalement cette Égypte fascine tout autant les nations et les civilisations. Ici, vous avez le pavillon Égypte à l'exposition universelle de Dubaï qui se déroule actuellement et qui se terminera à la fin du mois de mars 2022. Ce pavillon Égypte répond tout à fait à la problématique globale de cette exposition universelle qui est de connecter les esprits, de construire le futur. Et peut-être que finalement, la candidature de Rome pour accueillir une exposition universelle en 2030 sera une façon aussi de rappeler le dialogue qui a aussi franco-italien qui a aussi existé entre Turin et Grenoble, entre l'expédition franco-toscane, entre l'apport effectivement et les connaissances qui ont pu être développées autour du consul Drovetti. Eh bien, souhaitons qu'à la fois Dubaï en 2020 et Rome en 2030 contribuent également à faire progresser les connaissances. D'autant que vous savez que le pavillon Lumière met en valeur la participation de la France à cette exposition universelle. La lumière qui doit être vue comme une source d'évasion, une source de réflexion, et bien entendu un clin d'œil également à la civilisation égyptienne, à cette lumière qui guide et qui éclaire les esprits et qui est une référence au siècle des Lumières. Et c'est tout à fait le thème du pavillon France, l'inspiration à la vitesse de la lumière, Light Speed Inspiration, que je vous invite à découvrir et qui pourra peut-être aussi, dans le cadre de la candidature de Rome en 2030, intéresser les Français pour matérialiser aussi de nouvelles formes de connectivité intellectuelle avec l'Italie et l'Égypte. Vous dire que dans ce processus d'ensemblier des connaissances, le pavillon France de l'exposition universelle de Dubaï met en valeur l'encyclopédie comme point de départ, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ce dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers actuellement visible sur le pavillon France et qui accompagne le visiteur dans cette définition du progrès. Attardons-nous un peu sur les pays du Golfe aujourd'hui et leur situation actuelle dans la diplomatie culturelle d'influence, parce que finalement, quand on observe le déclin de la francophonie dans les bassins historiques du monde arabe, Le Caire, Beyrouth, Alexandrie, eh bien, de nouvelles puissances s'affirment, les Émirats, le Qatar, et le Louvre à Abu Dhabi se veut finalement aujourd'hui un musée universel ouvert sur le monde qui rassemble des œuvres de toutes les époques, de toutes les cultures, avec un parcours chronologique, alors qui fait aussi penser au Louvre à Lens. Vous savez que dans ce bassin minier, il y a aussi un parcours chronologique accessible au grand public qui est assez extraordinaire et qui permet de mettre en relation les traits communs de tous ces témoins de l'humanité. Et rappelons le lien avec le Louvre qui ne doit pas occulter le rôle qu'a aussi joué dans cette institution Jean-François Champollion, qui sera chargé en 1826 des collections égyptiennes. L'année suivante, le roi Charles X inaugurera notamment 8 nouvelles salles de ce musée royal et un ensemble de 4014 pièces constitue le premier fonds conséquent de cette division des antiquités égyptiennes à ce qui s'appelait à l'époque le musée Charles X et dont la direction reviendra à Champollion avec la charge justement d'assurer un cours au sein de ce département d'archéologie public et gratuit pour tous. Alors, malheureusement, plusieurs œuvres disparaîtront lors de pillages, en particulier pendant les Trois Glorieuses, qui déstabilisera notamment le règne de Charles X et amènera au pouvoir Louis-Philippe. En tous les cas, cet intellectuel a amené l'égyptologie au cœur
d'un éveil intellectuel en France, en Europe. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est comment finalement de nouvelles institutions peuvent être des passeurs. Et j'en pense en particulier à la Sorbonne à Abu Dhabi, qui peut être imaginée comme un pont entre les civilisations, à travers l'imputation de ce campus qui, effectivement, a été une volonté des autorités d'Abu Dhabi de proposer une université de droit émirien dont l'activité académique relève des universités placées sous l'égide de Paris-Sorbonne, avec des diplômes français dont l'enseignement pour le cycle de licence se fait également en français, avec des cours également en anglais et en arabe. Et c'est une manière de célébrer une ouverture interculturelle au-delà du modèle anglo-saxon dominant dans des projets d'îles et de districts culturels qui foisonnent à Abu Dhabi. Je voudrais vous parler notamment de ce concept de Sadia Island, qui est véritablement l'expression d'une ambition culturelle forte autour d'une île qui se veut un véritable carrefour, un creuset des cultures, à travers le musée du Louvre à Abu Dhabi qui existe aujourd'hui, l'émergence prévue du musée Guggenheim. Et donc là, on voit bien la rencontre et de l'importance des collectionneurs. Le musée national Cher Zayed, qui va être consacré à l'histoire des Émiratis et confié à Norman Foster, une cité des arts, un musée maritime, le campus de la New York University, qui est aussi inauguré à proximité de la Sorbonne à Abu Dhabi et qui a été inauguré en 2010. Et puis d'autres lieux pour les visiteurs, lieux de lumière. Vous voyez ici le projet du musée national Cher Zayed, qui est tout à fait inouï avec l'histoire des Émirats, de cette fédération si atypique, et puis des acteurs de l'enseignement supérieur qui se sont implantés autour de ce site. Vous savez que l'égyptomania n'intéressait pas seulement les Européens, mais aussi très largement les Américains, et on retrouve un certain nombre d'œuvres, le Met, un certain nombre de grands musées, d'institutions nord-américaines également, qui soulignent finalement au niveau mondial les enjeux de conservation, de transmission de la connaissance dans la diplomatie culturelle et universitaire d'influence. Alors, le musée Guggenheim, c'est cette pièce qui ressemble étroitement à finalement celui de Bilbao et qui est effectivement quelque chose de tout à fait exceptionnel dans la forme que vous voyez ici et dans ce musée qu'on imagine également sur la mer. On rappelle peut-être à de grands architectes français qui, à Alexandrie, je pense à Jacques Rougerie, ont imaginé une bibliothèque qui rappelle aussi l'ensemble des richesses enfouies de la civilisation égyptienne qui sont aujourd'hui enfouies sous la mer. Je pense aussi à la baie d'Aboukir. Vous savez que l'Institut du monde arabe à Paris a aussi beaucoup valorisé la redécouverte de richesses archéologiques sous-marines. Vous remercier pour votre attention et vous proposer maintenant d'en débattre avec vous tous. Je vous laisse également mes coordonnées. Si vous souhaitez recevoir les planches de cette conférence, être mis aussi en relation avec des chercheurs, des innovateurs qui s'intéressent à ces recherches et peut-être que vous-même avez des idées pour contribuer, faire vivre ce bicentenaire de 2022, année bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. Je vous remercie à tous pour votre attention et vous souhaite une excellente journée. Je vais répondre à vos questions. Vous avez la bulle de discussion qui se met à votre disposition si vous souhaitez faire part de vos réactions et témoignages. Merci et encore une fois pour votre attention et place aux échanges.